Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 19 août 2021. Nous commençons notre sélection avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine les facteurs de sûreté de la centrale nucléaire d'Ad-Dab'a. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le conseiller présidentiel pour l'urbanisme et le directeur du collège technique militaire pour discuter des résultats des travaux du comité supérieur spécialisé sur les facteurs de sûreté de la centrale nucléaire d'Ad-Dab'a conformément aux normes internationales dans le cadre du plan de construction et d'exécution de la centrale réalisé en coopération avec la partie russe. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Ayachal et Salih Hamid. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le conseiller présidentiel pour l'urbanisme, Emir Saïd Ahmed, et le directeur du collège technique militaire, le major général, l'ingénieur Mohamed Kamel. La réunion a porté sur l'examen des résultats des travaux du comité supérieur spécialisé sur les facteurs de sûreté de la centrale nucléaire d'Ad-Dab'a, conformément aux normes internationales, dans le cadre du plan de construction et d'exécution de la centrale réalisé en coopération avec la partie russe. À cet égard, le directeur du collège technique militaire a présenté les facteurs de sûreté de la centrale d'Abra et les études de densité de population associée, soulignant qu'elle est l'un des réacteurs avancés de troisième génération des centrales nucléaires. Elle jouit des niveaux les plus élevés de la sécurité et de l'autoprotection, conformément aux normes de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, que ce soit pour la centrale elle-même et ses installations, ou dans le cercle géographique de sécurité qui l'entoure selon les normes internationales. Le président el-Sisi a également dirigé la coordination entre les principaux organismes impliqués dans le projet de la centrale, à savoir l'autorité des centrales nucléaires pour la production d'électricité, l'autorité de contrôle nucléaire et radiologique et l'autorité d'urbanisme, afin d'étudier attentivement la croissance future de la population au sein du département de la sécurité, conformément aux normes internationales, en partenariat avec l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors, si on parle de cette nouvelle centrale nucléaire de Dab'a et son effet sur l'économie égyptienne, je dirais, certainement avec sa technologie de pointe, que ce soit en sûreté ou en fonctionnement. Premièrement, on doit dire que la construction de cette centrale et dans le contexte de la production d'énergie propre. Parce que la production à partir des centrales nucléaires est considérée comme des énergies assez propres. Le seul souci, c'est justement le souci de peut-être pollution nucléaire, etc. Et maintenant, cette station, cette centrale, elle fait partie de la troisième génération, oui. Ce qui représente le maximum de sûreté de sécurité. Donc il n'y a pas de souci, absolument pas de souci en ce qui concerne la sécurité et la stabilité. En plus, bien que les coûts initiaux de la construction, etc., sont un peu élevés, mais la longévité de ce genre de centrale est très longue, de façon à ce qu'à long terme, ça devient très économique. Donc, sur le plan économie, sur le plan Égypte, ça rend service et ça aide à la production, je répète, à long terme, d'une énergie à un prix moins que les autres énergies standards. Le président, justement, hier, il s'est entretenu avec les experts, notamment le président de l'université militaire
polytechnique, Oui. pour justement faire point que toutes les mesures de sûreté et de sécurité soient prises et que l'exécution se fera selon les normes les plus élevées sur le plan mondial. On parle également si on parle des pays qui ont des centrales nucléaires pour produire de l'électricité, alors on parle, je dirais, une catégorie un tout petit peu supérieure aux autres pays. Est-ce que ça donne plus de privilèges pour l'Égypte, cette centrale Absolument. nucléaire? Nous avons l'Amérique et l'Europe, sans Oui. exception. 90% des pays européens, ils utilisent cette technologie depuis de longues années, plus de 50 ans. Oui. Certainement, ça se développe en plus de sûreté et sécurité, mais la production à partir de centrales nucléaires existe partout au monde. Et il y avait des rumeurs il y a quelque temps à propos de l'Allemagne, mais c'était un problème qui n'a rien à faire avec la santé et la sécurité. C'était un problème politique interne, mais en principe, tout le monde, disons, industrialisé, utilise ce système, et l'Égypte, il était temps qu'on joigne ces pays et on rentre dans la catégorie des pays avancés qui utilisent cette technologie. J'espère que la centrale de Daba soit la première et peut-être il y aura des autres qui vont suivre, mais nous avons tout ce qu'il faut pour construire ce genre de centrale et je suis sûr qu'on va la répéter. Parfait, Dr Raouf Gafaran, on vous remercie de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Liban enterre les victimes de l'explosion d'une citerne d'essence. Au Liban, en deuil, des familles déplorées et en colère ont enterré plusieurs victimes de l'explosion d'une citerne d'essence dans la région de Aqar. Énième tragédie ayant fait au moins 80 blessés et 28 morts dans un pays en plein effondrement économique. L'explosion a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans le village de Tleil au nord de cette région au moment où des habitants se ravitaillaient en essence dans un contexte de pénurie aiguë de carburant. Le drame survenu dans l'une des régions les plus pauvres du Liban résume l'ampleur de la crise économique et de ses conséquences au quotidien pour une population éreintée qui vit de longues heures sans électricité, ne trouve plus de médicaments dans les pharmacies et doit faire des queues interminables devant les stations-service. Les enterrements de plusieurs victimes ont été organisés au Aqar. Et au territoire palestinien occupé, en fin de matinée, une foule s'est réunie pour assister aux funérailles de deux jeunes hommes dont les dépouilles enveloppées dans des drapeaux palestiniens ont été transportées à travers le camp de réfugiés de Jenin. 4 Palestiniens ont été tués lundi dans des affrontements avec les forces israéliennes au camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. La police aux frontières israéliennes a participé à une opération pour arrêter une personne soupçonnée d'implication. Au cours de dernières semaines, de nombreux affrontements ont opposé les forces israéliennes à des Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée. Je cite, « Cette politique israélienne mènera à une situation explosive, à un renforcement des tensions et à l'instabilité », c'est ce qu'a alerté le porte-parole de la présidence palestinienne. Dénonçant dans un communiqué un crime haineux, il a tenu l'État hébreu pour responsable de l'escalade et de ses répercussions. Et nous passons en Algérie. Et concernant les incendies, les autorités accusent un réseau terroriste après un lynchage.
au-delà des pertes humaines et matérielles et des carences de pouvoirs publics mises en lumière lors de ces incendies, la mort ignoble de Jamel Ben Ismail a profondément choqué les Algériens. Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale a fait état mardi de l'arrestation de 25 autres suspects dans plusieurs wilayas ou préfectures du pays après une première série d'interpellations. Selon le communiqué, une enquête préliminaire a permis l'arrestation au total de 61 suspects impliqués à différents degrés dans l'homicide, l'immolation et la mutilation d'un cadavre, la destruction de biens et la violation d'un siège de police. Selon les autorités, la majorité des incendies qui ont frappé la Kabylie, région berbérophone, sont d'origine criminelle, sans toutefois que la preuve en ait été apportée jusqu'à présent. Mais elles ont pointé du doigt la responsabilité du mouvement indépendantiste kabyle. Et nous passons en Tunisie. 3 semaines ont passé depuis les annonces présidentielles du 25 juillet, mais la feuille de route de sortie de crise n'a pas encore été présentée. Coup d'État ou coup d'éclat, le 25 juillet, le président Kais Saïd a porté un coup à un système politique vérolé par la corruption. Le locataire de Carthage s'est arrogé tous les pouvoirs, a gelé l'activité des députés, limogé le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et mis en veilleuse les activités ministérielles. Mais 3 semaines après, cette décision forte se traduit par un statu quo institutionnel. Les Tunisiens s'attendaient à ce qu'immédiatement, ou du moins assez rapidement, Kais Saïd présente le nouveau chef du gouvernement ainsi que son équipe. Le président estime qu'il faut savoir patienter dans une situation aussi exceptionnelle. Mais l'activation de l'article 80 de la Constitution évoquant un danger imminent pour le pays n'a pas été suivie par la présentation d'une feuille de route. Et le programme de financement du commerce arabe alloue 57 millions de dollars à la Tunisie. Le programme de financement du commerce arabe basé aux Émirats arabes unis a annoncé l'octroi d'un nouveau financement direct à la Tunisie d'un montant de 57 millions de dollars. La manne financière permettrait le renforcement de la position financière du pays, le financement des transactions commerciales et la réponse aux besoins d'urgence. Le programme permet de financer les institutions en charge du financement du commerce dans les pays arabes afin de promouvoir les exportations et les importations entre pays arabes et non arabes. L'appui financier vise à soutenir les autorités tunisiennes face aux différentes mutations économiques dues à la pandémie de Covid-19 et aux répercussions financières. Et nous passons à la Libye. Entre ses campagnes politiques et militaires, le maréchal prépare le terrain en vue des échéances électorales de décembre. Mais un report des scrutins pourrait aussi bien faire son jeu. Depuis la base militaire de Benina, dans l'est du pays, Khalifa Haftar a prononcé un discours fort devant un parterre militaire le 9 août. L'armée libyenne ne se pliera jamais à un pouvoir civil non élu par le peuple, a-t-il juré à son pupitre. Une sortie en réaction à l'annonce la veille du Conseil présidentiel qui s'est dit seul habilité à ordonner des opérations militaires. La déclaration du général constitue donc un pied de nez au gouvernement d'union nationale intérimaire dont le président Mohamed Al-Minfi est en principe le commandant suprême de l'armée. Elle est également révélatrice des intentions du général qui était resté ces derniers mois en retrait. Et nous passons en Syrie, escalade militaire, crise humanitaire, la violence ressurgit à Daraa. Le cauchemar n'est pas terminé pour Daraa, ancien bastion rebelle. Cette ville subit l'ire de l'armée syrienne et de ses alliés.
3 ans après un accord dit de réconciliation négocié par Moscou, le berceau du soulèvement anti-régime connaît de nouveau des combats entre rebelles et les forces du pouvoir en place, aggravant une situation humanitaire déjà mauvaise. Dans le sud de la Syrie, Daraa meurt sous le siège de la famine et des obus des forces loyales à Bachar al-Assad, déclare l'éditorialiste syrien Razi Dahman. En mai, des habitants ont manifesté contre l'élection présidentielle remportée sans surprise par Bachar al-Assad. Ses opposants refusaient l'organisation du scrutin dans leur zone d'influence. Fin juillet, la région a été secouée par des combats les plus violents depuis 2018, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, qui a fait état de 32 morts, dont 12 civils. Les affrontements ont duré 2 jours à Daraa avant le lancement des pourparlers parrainés par Moscou en vue d'un règlement. Et à présent, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. ايوه فاهمه كده عشان كله حاجه دي عادي سكرة بس نمرة 2 ده السكري جاي 7 ان شاء الله في الاوان ده وكده هيتدلع اسمع كلام والله بحقك بالله عصير دي مهمانجه دي قناه ايه حضرتك وضفت انا بس الحشره الصحيه دي يلا هنعمل له مش على الذباب هو دواء الدواء خلي بالك الدواء Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.